C'est un plaisir maintenant de vous présenter John Holmes, qui nous vient du groupe de recherche des addictions de Sheffield, école de médecine et de santé de l'Université de Sheffield. John, donc à quel point pouvez-vous nous parler de l'efficacité de ces repères? Merci beaucoup de m'avoir invité à prendre la parole. Alors, je vais vous parler des leçons à tirer de ces repères et notamment notre expérience par rapport à ces repères au Royaume-Uni. Comme beaucoup d'entre vous le savent, les repères de consommation ont proliféré depuis les années 90. Les autorités sanitaires émettent des repères par rapport à la consommation d'alcool. Mais même si c'est une intervention courante. On a peu de données probantes par rapport à leur impact et leur efficacité par rapport aux problèmes de santé publique. Les preuves que l'on a viennent de certaines enquêtes, des études. Les gens sont au courant de ces repères et il y a eu pas mal de campagnes de santé publique, mais on a beaucoup moins de preuves qui expliquent que ça a une influence sur les comportements de consommation. Les repères qui nous viennent de groupes d'experts nous montrent que souvent les citoyens ne trouvent que c'est difficile d'appliquer ces repères dans leur comportement et souvent ils consomment bien plus que ce que les repères indiquent. Les repères demandent également que les citoyens comprennent bien les unités de boissons standards. Donc, les gens ont généralement tendance à avoir des sentiments mitigés par rapport à leur consommation. Ils arrêtent quand ils se sentent en état d'ivresse, quand ils ressentent qu'ils ont, par exemple, la gueule de bois en tant qu'effet secondaire. On a aussi pas mal de documents par rapport aux étiquetages. Et souvent, c'est grâce à ces étiquettes que les citoyens sont au courant qu'il y a des repères. Et les preuves sur les étiquettes peuvent influencer la sensibilisation, mais on a beaucoup moins de preuves qu'il y a un changement comportemental qui en résulte. On a peu de données provantes qui suggèrent que promouvoir les repères, c'est une stratégie efficace de santé publique. Mais certains pensent que ces repères peuvent être utilisés dans une approche large par rapport à l'alcool, parce que ça peut façonner des normes sociales, culturelles, et aussi améliorer la compréhension par rapport aux risques sanitaires. Ce qui est important également, ce sont les droits des consommateurs et ça peut aussi soutenir l'efficacité de politiques qui sont des politiques en termes de prix, par exemple, ou de marketing. Donc, ces repères sont considérés généralement comme assez positifs. L'expérience britannique maintenant, le gouvernement a annoncé une révision de ces repères en 2012 dans le cadre d'une stratégie et ça a été considéré comme positif. Les repères précédents d'années datées du milieu des années 90, avec des preuves par rapport aux maladies cardiovasculaires et au cancer, et donc on avait vu un grand changement par rapport aux données dont on disposait. La révision a été lancée par Marc Pettigrew, qu'on entendra plus tard, et ces constats ont été publiés en janvier 2016. On y recommandait de maintenir le risque à un niveau faible et ne pas boire plus de 14 unités par semaine pour les hommes et pour les femmes. Et les unités britanniques sont faibles, 8 grammes d'alcool, comme on nous l'a dit. Donc, 14, c'était plus de 100, c'est-à-dire 2 litres ou bien 5 demi-litres de bière ou une bouteille et demie de vin ou alors 25 millilitres de whisky ou de vodka. Et on y lisait 3 changements par rapport aux repères précédents, comme vous le voyez à l'écran. D'abord, le changement est passé de la journée à la semaine pour éviter que les gens ne pensent qu'ils peuvent boire de l'alcool chaque jour. Ensuite, on a réduit le repère pour les hommes. Il était de 21 unités et est tombé à 14. Et enfin, ce faisant, en mettant un repère au même niveau pour les hommes et pour les femmes pour la première fois. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé?
Les repères proposés ont été soumis à consultation publique en janvier 2016, même s'ils n'ont pas été adoptés par le gouvernement avant le mois d'août 2016. Mais cette annonce de janvier est la date où la plupart de la campagne de promotion a eu lieu. Quelques remarques par rapport à cette promotion. Les repères ont été publiés en parallèle à un second rapport par rapport aux preuves liées au lien entre l'alcool et le cancer. Et ce rapport a souligné le risque faible du cancer associé à une faible consommation d'alcool. Et il y a eu beaucoup de rapports dans les médias qui ont souligné ce message. Ce message ne faisait pas partie d'un repère, en fait. Et il y a une espèce de conflit avec l'idée que l'on pouvait boire jusqu'à 14 unités par semaine. Donc, on avait une contradiction dans les messages. Ensuite, le médecin-chef, Dame Sally Davis, a fait pas mal d'entretiens dans les médias et notamment auprès de députés avec quelques affirmations. Il a notamment dit aux députés que les gens devaient faire comme lui par rapport à la consommation d'alcool. Est-ce que je veux augmenter ma consommation de vin ou augmenter mon risque de cancer? Et ça a contribué à à des repères plus alarmistes que ce qui n'était précédemment. Le comité a développé ces repères et ensuite a été assez déçu par rapport au lancement dans les médias. Mais il y a eu le ressenti que certains dégâts avaient déjà été faits, notamment le message qui avait fortement mécontenté le secteur parce qu'il disait qu'aucun niveau d'alcool n'était sûr. Et donc, certains secteurs ont menacé le gouvernement de ne plus travailler sur les politiques et un groupe a retiré sa recommandation auprès des membres de retirer les recommandations sur les étiquettes. Et puis, il est devenu tout à fait apparent que il n'allait pas lancer une campagne à grande échelle pour promouvoir ces recommandations, ces repères de consommation. Et quand on a évalué donc les recommandations, il n'y a pas vraiment eu d'activité promotionnelle. Alors, notre étude maintenant, nous avons donc collecté des données mensuelles. Il s'agissait donc d'une étude transversale mensuelle qui utilisait la boîte à outils alcool. Nous avons donc utilisé des séries chronologiques interrompues et malheureusement, pour des questions de financement, nous n'avons pu inclure des questions qu'à partir de novembre 2015, donc 2 mois avant l'annonce. Ensuite, ça s'est poursuivi jusqu'en octobre 2017, ce qui signifie que nous avons donc eu une bonne durée de collecte. Alors, on a regardé également les capacités, les motivations de changer les comportements de consommation. Et donc, outre ces séries chronologiques courtes, on est remonté à février 2014 et là, il y a donc eu des données liées au risque de consommation à long terme. Ensuite, avec ces données, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait peu de changements substantiels finalement dans aucun des résultats. La ligne supérieure, c'est la connaissance des recommandations, c'est assez élevé, à peu près 85%, et ça n'a pas vraiment changé après la campagne. La proportion de personnes qui ont correctement identifié la recommandation, et vous pouvez voir une petite augmentation, mais un retour à la normale en octobre 2017. Et puis par rapport aux gens qui ont été exposés aux lignes directives, il y a donc vraiment une augmentation importante en janvier de personnes qui connaissaient ces recommandations. Ceci peut être lié à la TV et à la radio. Donc c'est plus une question d'actualité
que d'autres choses. Et puis, on est revenu à des niveaux avant intervention en octobre 2017. Alors, pourquoi vous montrer ce genre de graphe? Eh bien, en fait, tous ces graphes vous disent la même chose. Euh, Aucune connaissance, capacité, motivation à changer de comportement de façon significative suite à la prise de connaissance donc, de ces repères. Si on regarde maintenant, on a pu voir un changement de consommation d'alcool. Alors, les gens n'ont pas changé immédiatement au niveau de l'annonce des repères, mais on a pu voir un changement. Euh, Alors évidemment, quand on a vu qu'après l'annonce des repères, on a pu revoir une augmentation des consommations risquées, mais en fait, il y a il y a eu un petit changement dans les 6 mois qui ont précédé, et puis cela est remonté. Mais ce n'est pas tout à fait sensible, en fait. Alors, vous pouvez tout retrouver dans l'article, bien sûr, mais ce que l'on peut dire que aucun de ces résultats ou absence de résultats ne sont surprenants. Si vous avez des repères que vous ne promouvez pas, eh bien, il ne devrait pas y avoir un impact majeur et encore pire, il n'y aura pas donc de changement de comportement qui est beaucoup plus difficile. Alors, quelles sont les leçons que l'on peut tirer? Alors, je vous ai mentionné une analyse sur la mention quotidienne dans les actualités. Alors en fait, les, dans les journaux, les actualités, ces repères étaient mentionnés régulièrement. Et donc c'est ce qui est important, c'est la répétition. Répétition de ces repères, c'est ainsi qu'ils peuvent être communiqués de façon correcte. Ensuite, la plupart des discussions étaient relativement neutres et factuelles à propos donc de ces repères. Néanmoins, il y avait énormément de commentaires critiques qui sont poursuivis jusqu'à 6 mois après, notamment critiques de la base scientifique de ces repères, de l'intégrité du processus. On s'est dit qu'il y avait un agenda de propagande. Et puis, il y avait également une certaine incohérence perçue dans ces conseils de santé. Ce qui m'a frappé, c'est que clairement, on s'attend à une certaine critique dans ces actions en santé publique, mais c'est souvent les acteurs de santé publique qui ont nourri cette critique. Par exemple, il y a eu des messages que certains ont perçus comme étant trop restrictifs ou trop conflictuels par rapport à d'autres messages. Autre exemple, répétition continue de beaucoup de conclusions épidémiologiques par rapport aux causes sanitaires. Et donc, ceci reprend également de la confusion dans le débat. Et donc, les gens se disent, mais on peut y faire confiance, ça change tout le temps. Et donc, ce qui est revenu, c'est que finalement, c'était les acteurs de santé publique qui créaient ces critiques. Quelles sont les leçons que nous avons pu tirer? Donc, il faut pouvoir promouvoir ces repères si on veut qu'ils fassent la différence. Ensuite, il faut éviter les messages confus sur l'école et la santé. Ensuite, euh, promouvoir les repères de façon générale peut aider à une stratégie efficace de contrôle de la consommation d'alcool, mais ne remplace pas cette stratégie. Bien, je vais donc m'en tenir là. Je voudrais remercier les personnes qui nous ont financés, également les co-auteurs de cette étude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Perfect, John.